Dans la vidéo précédente, on a vu que les vrais riches en France ne sont pas ceux qui travaillent et ont un gros salaire, mais ceux qui vivent de leur patrimoine. Ces personnes ont des actions, des appartements ou des entreprises qui leur rapportent de l'argent chaque mois sans qu'ils aient besoin de réaliser une activité ou de produire quelque chose. Ces super riches sont le plus souvent des héritiers. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que ces super riches sont aussi ceux qui bénéficient le plus des baisses d'impôts et qu'au contraire, ceux qui payent le plus d'impôts sont ceux qui travaillent et ont un gros salaire et pas un gros patrimoine. Ce sont les travailleurs qui créent l'activité et la richesse et qui en plus financent le plus la solidarité nationale. Ceux qui ont du patrimoine, eux, sont les grands assistés du système. Depuis 1945, l'impôt sur le revenu en France repose sur deux grands piliers. Le premier, c'est la progressivité de l'impôt. Plus on gagne d'argent et plus le taux d'imposition est élevé. Ça fonctionne par tranches. Jusqu'à 10 064 € par an, on paye 0% d'impôt. De 10 065 € à 25 659 € par an, on paye 11% d'impôt. De 25 660 € à 73 369 € par an, on paye 30% d'impôt. Et plus de 157 807, 45%. Ça signifie que si on gagne 25 659 € dans l'année, on paye 0% pour les premiers 10 064 € et 11% sur ce qui reste. Donc 25 659 moins 10 064 égale 15 595 et on paye 11% sur ce total, soit 1 715,34 €. Le deuxième pilier est celui de la redistribution horizontale pour les familles. Autrement dit, plus une famille est grande et moins elle doit payer d'impôts. Pour savoir combien paye d'impôts une famille, on compte l'argent gagné par tous les membres de la famille et ensuite on divise par le nombre de parts pour calculer la tranche dans laquelle on est. La dernière étude de l'INSEE sur les impôts en France nous montre que les réductions d'impôts sur le revenu représentent un coût de 29,7 milliards d'euros chaque année. Ça représente une baisse de 30% du total des impôts sur le revenu. Les deux mécanismes principaux permettant de réduire ces impôts sont le fait de faire une déclaration commune avec son conjoint, ce que l'étude appelle les dispositifs conjugaux ou la conjugalisation de l'impôt, et le fait de déclarer des personnes à charge, ce que l'étude appelle les dispositifs familiaux ou la familialisation de l'impôt. En 2018, 15 millions de ménages ont vu leur imposition baisser par rapport à une situation où toutes les personnes du ménage auraient dû déclarer leurs revenus tout seuls. Sur les 29,7 milliards de baisse, 19 milliards sont dus à la politique de baisse pour les familles et 10,8 milliards sont dus au fait de faire sa déclaration avec son conjoint. On voit à ce moment-là que le fait de faire sa déclaration avec son conjoint permet dans la majorité des cas de baisser ses impôts, mais dans un faible nombre de cas, ça les augmente. En effet, quand on est marié ou pacsé, on est obligé de faire une déclaration commune. Et il arrive qu'on doive payer plus d'impôts à deux que chacun de son côté si on a le droit à une décote tout seul alors qu'il n'y en a plus le droit à deux. Par exemple, en 2019, les personnes seules qui ont un impôt sur le revenu de moins de 1 611 € ont le droit à une décote, alors que pour les couples, il faut avoir un impôt sur le revenu de moins de 2 653 € pour avoir droit à une décote. Donc si on prend deux personnes qui chacune devaient payer 1 600 € d'impôts, elles ont droit à une décote si elles déclarent leurs impôts chacune de leur côté. En revanche, si elles se marient, elles auront 3 200 € d'impôts à deux et n'auront donc plus le droit à une décote. En France, 2,4 millions de ménages sont perdants car ils perdent le droit à la décote en étant mariés ou pacsés. On va voir maintenant qui a le plus le droit aux réductions d'impôts en France. La suite de l'article INSEE nous montre à qui profitent le plus les baisses des impôts. En France, ce sont les plus riches qui ont le plus de cadeaux fiscaux et ceux qui se font le plus avoir sont ceux juste en dessous. Les impôts tapent sur les gros salaires ou les grosses retraites, mais pas sur les super riches. Pour bien comprendre, il faut avoir en tête ce que gagnent les ménages français. Imaginez que l'on trie dans l'ordre croissant des revenus tous les ménages français, de ceux qui gagnent le moins à ceux qui gagnent le plus. Ces revenus sont rapportés au nombre de personnes du ménage, pour donner ce qu'on appelle le niveau de vie. Ensuite, on divise toute notre population bien rangée dans l'ordre croissant des revenus en 10 parts égales. Les 10% qui gagnent le moins en France gagnent en moyenne 700 € par mois. En fait, ça s'étale entre 0 € et 935 € par mois, et c'est en moyenne que ça fait 700 € par mois. Les 10% juste au-dessus gagnent en moyenne 1060 € par mois. Les 10% juste au-dessus gagnent en moyenne 1270 € par mois, etc., etc. Les 10% qui gagnent le plus en France gagnent en moyenne 4760 € par mois. Mais en fait, pour les 10% les plus riches, c'est très hétérogène. Parmi eux, les moins riches gagnent déjà plus de 3200 € par mois. On ne sait pas combien gagne le plus riche en France, mais on sait que les 0,1% les plus riches gagnent tous plus de 22 360 € par mois. Il y a donc deux catégories parmi nos 10% les plus riches. Ceux dont les revenus viennent d'un salaire, certes élevé mais qui ressemble aux autres,
et ceux qui ont des revenus qui ne viennent pas de leur travail mais de leur patrimoine et dont les montants sont complètement fous. L'INSEE nous montre dans son étude qui est gagnant ou perdant avec les réductions d'impôts dues au fait d'avoir un conjoint ou des enfants en fonction de son niveau de vie, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir. Les gagnants avec réduction d'impôts sont en rouge, ceux pour qui ça ne change rien sont en vert, et les perdants, ceux qui en couple n'ont plus le droit à la décote, sont en bleu. Pour ceux qui gagnent le moins, les réductions d'impôts jouent peu, puisque de base, ils payent rarement des impôts et même sans réduction. Ensuite, la part des gagnants augmente avec le revenu pour atteindre un maximum dans notre quatrième tranche de revenus, c'est-à-dire au niveau des gens qui gagnent 1500 € par mois environ. À partir de ce moment, on a environ 2/3 des ménages qui sont gagnants. Mais c'est aussi le moment où on commence à avoir des perdants. Les tranches sur lesquelles les impôts ne font pas de cadeau sont les couples avec un des deux conjoints qui gagne le SMIC ou en dessous et l'autre qui a une paye de cadre ou de technicien supérieur. Ça fait qu'à deux, ils gagnent en moyenne chacun entre 1800 et 2500 € par mois. Mais en fait, plutôt un qui doit gagner moins de 1500 € par mois et l'autre entre 2000 et 3000 € par mois. Donc le premier aurait droit à une décote s'il déclarait ses revenus tout seul, mais il la perd en faisant une déclaration commune. La part des perdants diminue ensuite à partir d'environ 3000 € par mois. En effet, chez les couples, il est rare d'avoir des énormes écarts de salaire. À partir de ces niveaux-là, aucun des deux conjoints ne devrait bénéficier d'une décote. Le plus souvent, quand un des deux a un salaire faible, c'est pour un temps partiel pour garder les enfants. Mais dans ce cas, le fait d'avoir des enfants compense la perte de décote. Le phénomène le plus marquant ensuite concerne les très riches. On voit nettement que les 1% les plus riches, ceux qui gagnent plus de 9000 € par mois par personne en moyenne, sont ceux qui sont le plus souvent gagnants avec le système. Si on résume, plus on est riche, plus on est gagnant avec les baisses des impôts. Ceux qui sont le plus perdants, ce sont les salariés qui commencent à être un petit peu aisés. Maintenant, on va regarder qui gagne le plus d'argent avec les baisses des impôts. Ici, l'INSEE a représenté le gain que représente la baisse des impôts, toujours en fonction du revenu. On voit que nos 10% les plus pauvres gagnent moins de 1% de niveau de vie avec les réductions d'impôts. Ensuite, ça augmente progressivement jusqu'à obtenir un plafond autour de 4,5% de gain de niveau de vie. Ça baisse même un peu pour ceux dont on a vu qu'ils pouvaient être perdants tout à l'heure. On réaugmente ensuite en gain pour les plus aisés pour dépasser les 5% de gain de niveau de vie et on a le maximum pour les plus riches. Donc avec les impôts, plus on gagne d'argent et plus on a une grosse ristourne, donc plus on gagne d'argent. Rappelons quand même que la ristourne totale c'est 30 milliards et on va voir qui des riches ou des pauvres prend le plus dans ces 30 milliards. On voit ici sur ce graphique que la ristourne accordée aux 5% des Français les plus riches coûte presque 6 milliards d'euros par an, soit presque 20% du total. C'est normal que pour les plus pauvres, on considère que la ristourne ne coûte rien puisque de base, ils ne payent pas d'impôts. On voit ensuite que le coût de la ristourne est relativement équilibré chez tous ceux qui payent des impôts jusqu'aux 20% les plus riches, pour lesquels ça commence à coûter plus cher, mais pour les 5% les plus riches, on arrive à des niveaux qui n'ont rien à voir avec les autres. Probablement, si on descendait encore plus finement pour voir ce qui se passe autour des 1%, ce serait pire. Donc concernant la baisse des impôts due à la déclaration conjointe et à la politique familiale, ce sont les 5% les plus riches qui gagnent le plus d'argent avec et qui coûtent le plus cher à la nation. Il faut quand même pas oublier qu'il y a une grosse différence dans ces 5% entre ceux qui gagnent des revenus avec leur salaire et qui sont aisés et les super riches qui gagnent de l'argent avec leur patrimoine. L'Observatoire des inégalités a publié un article de propagande qui propose de faire payer la crise du coronavirus aux personnes aisées. Cet article dit que vouloir faire payer les ultra-riches, c'est de la démagogie, qu'il faudrait que toutes les personnes gagnant plus de 1400 € par mois fassent des efforts. Comme toujours, ce type d'article a pour but de mélanger tout le monde en oubliant qu'une partie infime de la population ne vit pas de son salaire, mais de son patrimoine et gagne des sommes folles. C'est la philosophie macronienne, les riches n'ont pas besoin d'un président et se débrouillent très bien tout seuls. Cette phrase montre bien que le gouvernement français considère que les ultra-riches ne doivent pas payer pour le système parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils oublient facilement toutes les aides et cadeaux fiscaux dont ils bénéficient. Prenons un exemple, on a vu que nos 0,1% les plus riches gagnent plus de 22 360 € par mois, ça fait plus de 268 350 € par an. Les impôts proposent un simulateur de l'impôt sur le revenu. Si j'ai gagné cette somme par un salaire, alors j'ai déjà payé la CSG-CRDS et il reste à payer les impôts sur le revenu, qui sont de 94 882 €. Maintenant, si j'ai gagné cette somme grâce à mes actions en bourse, il me reste à payer la CSG-CRDS et les impôts sur le revenu, et le total fait 81 056 €. Je paye donc 13 800 € d'impôts de moins si j'ai des actions plutôt que si j'ai un salaire. C'est la magie de la flat tax instaurée par Macron pour ses amis les propriétaires plutôt que pour ceux qui travaillent. Dernière chose, les impôts font partie du pouvoir d'achat des ménages, et quand on veut augmenter le pouvoir d'achat, on peut se dire qu'il faut soit augmenter les salaires, soit baisser les impôts.
Seulement on se rend compte que quand on baisse les impôts, les salaires n'augmentent pas et que ceux qui en profitent le plus, ce sont toujours ceux qui ont du patrimoine. Prenons l'exemple d'une entreprise qui distribue des revenus. Elle distribue des salaires aux salariés qui travaillent dans l'entreprise et des dividendes aux actionnaires qui possèdent l'entreprise. Une partie des revenus des salariés et des actionnaires servent à payer les impôts sur le revenu. Seulement, on a vu que les bas salaires en France ne payaient pas d'impôts sur le revenu, et on sait qu'Emmanuel Macron a fait casser le code du travail avec les lois Macron et El Khomri pour permettre aux entreprises d'embaucher à pas cher des personnes à temps partiel. On a donc fait privilégier les emplois précaires à temps partiel et peu payés qui ne payent pas d'impôts contre les CDI à temps plein qui payent des impôts. Mais où donc est parti l'argent des salariés qui servait à payer des impôts? Directement dans la poche des actionnaires. Finalement, ce sont toujours ceux qui possèdent le patrimoine, les actions et les entreprises qui profitent de la baisse des impôts et pas les salariés. Les grands patrons sont aussi pour la baisse des impôts des moins riches puisqu'au final, ce sont eux qui se mettent l'argent dans la poche. Dans la vidéo précédente, on avait vu que les vrais riches en France ne sont pas ceux qui sont obligés de travailler et qui ont un gros salaire, mais ceux qui ne sont pas obligés de travailler et qui vivent de leur patrimoine. Dans cette vidéo, on a vu que ces super riches sont aussi ceux qui bénéficient le plus des baisses d'impôts. Tout est fait dans le système actuel pour que les plus riches continuent de s'enrichir encore. Et on peut constater que ça marche très bien. Pour payer la crise du Covid et renflouer les caisses de l'État, certains proposent d'augmenter les impôts pour les gros salaires, d'autres d'augmenter les impôts pour tous les salariés. Mais en fait, pour augmenter les impôts sur le revenu, il suffirait d'augmenter les revenus. Il n'y a jamais eu autant d'argent circulant en Europe depuis les différents plans de relance de la BCE. Mais jusqu'ici, cet argent a toujours été à destination de ceux qui ont du patrimoine, notamment les marchés boursiers. Il suffirait donc d'arrêter d'arroser les super riches et ceux qui ont du patrimoine avec de l'argent frais et d'arrêter de leur accorder des baisses d'impôts à tout bout de champ, et au contraire le taxer fortement pour faire revenir cet argent dans l'économie réelle, chez les travailleurs pour relancer l'économie et ainsi re-remplir les caisses de l'État. Mais tant qu'on sera dirigé en Europe et en France par des banquiers ou par des gens qui défendent le patrimoine, ça a peu de chances d'arriver.